Vous êtes ici pour vous former au machine learning et plus spécifiquement au modèle de clustering. Cette formation est assez longue, donc si vous ne voulez pas perdre la référence avec le temps, abonnez-vous à la chaîne. Le clustering est une technique d'apprentissage non supervisée qui nous permet de découvrir des structures cachées dans un ensemble de données. En d'autres termes, nous allons explorer comment les données peuvent former des ensembles naturels et on les appellera clustering parce que c'est le mot anglais pour ensemble. Si suivre une formation en vidéo n'est pas la meilleure manière pour vous d'apprendre, j'ai créé un format écrit directement sur mon site que vous pouvez retrouver en description. Également, vous pouvez retrouver tous les documents, les codes de la formation en cliquant sur le lien adéquat dans la description également. Sans plus de transition, c'est parti pour découvrir ce qu'est le clustering. Le clustering est une technique d'apprentissage non supervisée, ce qui signifie que les données n'ont pas de label ou de classe. Vous avez sûrement déjà vu des problèmes de classification. Ce type de modèle appartient à l'apprentissage supervisé, car chaque observation X a un label Y. Par exemple, ici nous avons deux classes, les ronds bleus et les ronds jaunes. L'objectif d'un algorithme d'apprentissage supervisé sera de trouver le moyen de passer de X à Y, c'est-à-dire de séparer le plus possible ces deux classes. Pour le clustering, c'est différent. Ici, nous avons seulement les observations X, nous n'avons pas Y. Imaginons que nous avons le même jeu de données qu'au-dessus, sauf qu'ici, nous n'avons pas l'information sur la classe de nos observations. Ces observations peuvent avoir des comportements différents. Par exemple, ça pourrait être des clients de moins de 20 ans dans un cas et de plus de 60 dans l'autre. Donc ils ont des comportements différents qu'il faut essayer de repérer. L'objectif d'un algorithme de clustering est de comprendre les structures cachées de ces données afin de repérer des classes dans un jeu de données. Imaginons que je suis une entreprise de vente de produits en ligne. Je dois organiser une campagne marketing pour vendre une gamme de produits X, mais je ne sais pas quel type de client cibler. En utilisant un modèle de clustering sur une donnée, en prenant en compte des variables comme le nombre d'ouvertures d'email et le panier moyen des clients, je peux repérer des patterns, des classes dans mes données. Un groupe qui a tendance à ouvrir plus fréquemment les emails et qui a un panier moyen plus élevé, et un deuxième groupe qui a tendance à ouvrir moins ses mails et a un panier moyen plus faible. Maintenant que j'ai identifié ces deux groupes, je peux cibler pour ma campagne marketing les clients les plus susceptibles d'y répondre. Et grâce au modèle, je peux rapidement savoir si un nouveau client appartient à la classe rouge ou la classe bleue. Je peux également calculer le client type de chaque classe, donc rouge ou bleu, en calculant le centroïde de chaque classe. Pour effectuer la recherche de groupes ou de classes dans un jeu de données, on peut utiliser plusieurs algorithmes d'apprentissage différents qui ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Dans cette formation, on va se focus sur 4 d'entre eux. Il y a d'abord le plus simple, le hierarchical clustering. Il est facile à comprendre, mais il commence à montrer ses limites lorsque les dimensions sont grandes. Ensuite, le plus connu, il y a le K-means. Il repose sur des calculs de distance et aussi très simple à comprendre. C'est l'algo de clustering le plus utilisé en data science. Par contre, dès que les distributions ne sont plus sphériques, il a du mal à s'adapter. Pour cela, on va voir les Gaussian mixtures. Il repose sur le calcul de probabilité, ce qui le rend plus complexe, mais il a l'avantage de pouvoir s'adapter à des distributions plus complexes également. Et pour finir, il y a le DBSCAN qui permet de s'adapter à des distributions hautement non linéaires. Il peut repérer les outliers, et il peut repérer de lui-même combien il y a de classes possibles dans nos données. Par contre, il y a plusieurs hyperparamètres qui sont plus difficiles à choisir. Pour chaque algorithme, on va découper l'apprentissage de la même manière, une partie sur la théorie pour être bien sûr de tout comprendre, une partie pour appliquer la théorie en codant from scratch en Python l'algorithme, et une partie pour voir comment utiliser scikit-learn pour utiliser cet algorithme. Avant de plonger dans les détails de chaque algorithme, il est essentiel d'aborder un aspect crucial, la validation des modèles de clustering. Comme cette étape est commune à tous les algorithmes d'apprentissage, je vais l'aborder tout de suite. Un modèle de clustering peut être validé de 3 manières différentes. Sur sa forme, sa stabilité et sa cohérence. Ces méthodes nous permettront d'évaluer la qualité de nos modèles, mais aussi de nos résultats. Commençons à parler de la forme. Prenons ce jeu de données par exemple. On pourrait avoir ce modèle de clustering pour trouver les structures cachées dans ces données. Mais aussi on pourrait avoir celui-ci. On voit clairement que le deuxième modèle ne respecte pas vraiment la structure de nos données, mais on peut le voir car la dimension de nos données est seulement en 2 dimensions, donc on peut le visualiser. La plupart du temps, nos données sont en plus de 4 dimensions, ce qui rend toute visualisation impossible. Pour remédier à ce problème, on va utiliser des métriques de performance capables de décrire ce phénomène de forme. Prenons ces données appartenant à un ensemble CK. On note n le nombre d'observations de CK, on note μk la moyenne des valeurs de nos observations. Cette valeur μk est également le centroïde du cluster CK.
On va maintenant calculer la distance entre notre centroïde du cluster K et les observations de l'ensemble CK. On va calculer la moyenne de cette distance que l'on va nommer TK, qui sera la tightness. On peut traduire tightness par tension du cluster ou étroitesse. Je ne sais pas ce qui marche le mieux en français, mais le mieux serait encore d'utiliser l'anglais tightness. Donc par exemple, pour ce jeu de données, on aura donc une tightness relativement faible, parce que les données sont regroupées très proches les unes des autres. Et pour cet autre jeu de données, on va avoir une tightness plus élevée parce que les observations sont plus loin les unes des autres. Reprenons nos deux jeux de données précédents. Appliquons le calcul de la tightness pour ces deux distributions. Pour le clustering de gauche que l'on jugeait meilleur, on aura une tightness plus faible, et pour le clustering de droite que l'on jugeait moins bon, on aura une tightness plus élevée. Donc finalement, même sans visualisation, la tightness nous permet de juger des modèles de clustering sur leur forme. À cette mesure de tightness, on peut y ajouter une mesure de séparation des clusters pour juger de la pertinence d'un modèle. Pour chaque cluster, on va calculer son centroïde, qui est la moyenne des valeurs des observations dans chaque cluster. On va pouvoir calculer la distance CKL, qui est la distance entre chaque centroïde. Plus les centroïdes seront éloignés, plus le modèle a de chances d'être performant. Si on a plus de 2 clusters, S sera la moyenne des distances entre chaque centroïde. On aura un S élevé dans le modèle qu'on jugeait performant et un S faible pour le modèle que l'on jugeait moins performant. On voit à nouveau que ces mesures nous permettent de juger de la performance d'un modèle de clustering sans forcément avoir une visualisation du modèle. Avec les deux mesures que l'on a pu découvrir précédemment, on peut calculer ce qu'on appelle le David-Bouldin Index. La tightness T nous permet de déterminer l'étroitesse ou la tension du cluster, et la séparation S nous permet de déterminer la distance entre chaque classe. On divise T qui doit être petit par S qui doit être grand. On comprend bien que plus la valeur du David-Bouldin Index sera petite, plus notre modèle sera performant. Le calcul du David-Bouldin Index permet de comparer la performance de plusieurs modèles de clustering. Si on a plus de 2 classes dans notre modèle, il faudra moyenner les différents scores. Un autre score qui peut être utilisé pour comparer les modèles de clustering est le coefficient de silhouette ou en anglais silhouette score. C'est très proche du David-Bouldin Index, sauf qu'ici on va calculer la séparation autrement, vous allez voir. Imaginons cet ensemble de données CK. On calcule le centroïde, on a bien NK, le nombre d'éléments de notre cluster K. On calcule à nouveau la tightness qui sera la distance entre les observations du cluster et le centroïde de ce cluster. Imaginons maintenant ces deux clusters. On ajoute un ensemble de données CH. On a N le nombre d'observations de ce cluster H. On calcule à nouveau le centroïde du cluster K. L'objectif ici sera de calculer la moyenne des distances entre les observations du cluster H et le centroïde du cluster K. Le score de silhouette sera égal à la différence entre B qui calcule la séparation et A qui est la tightness divisée par le nombre max de A ou B. Ce qui nous donne une valeur entre -1 et 1. Plus le score est proche de 1, plus le clustering sera performant. Prenons cet exemple. Le clustering du cluster K est vraiment très mal placé. Calculons le score de silhouette pour ce modèle. Calculons A, on obtient 10. Si on calcule maintenant B, on obtient 3. Calculons maintenant le score de silhouette. On remplace A et B par leur valeur. Et on obtient S égale -0,7. On a donc -0,7, donc le score est mauvais, ce qui nous paraît plutôt cohérent parce que le modèle est mauvais. Calculons à nouveau le score de silhouette pour un exemple avec un bon modèle de clustering. On va calculer A, on obtient 3. On va calculer B, on obtient 10. On va calculer S, on remplace A et B par leur valeur et on obtient 0,7. Donc là, le score est proche de 1, ça veut dire que le clustering est bon, ce qui paraît cohérent parce qu'ici, le centroïde est bien placé par rapport à notre cluster K. Ça nous permet de voir sans visualiser que le modèle ici présent est bien meilleur que le modèle précédent. Maintenant, assez parlé de la forme de nos clusters, passons à la deuxième mesure, la stabilité de notre modèle. Imaginons ce jeu de données. Nous voulons créer des clusters. Ici, K égale 2. Ça veut dire que l'on veut obtenir 2 clusters, 2 classes. Notre algorithme d'apprentissage nous retourne ces clusters. Imaginons que l'on entraîne un nouveau modèle, mais que cette fois, il nous retourne ce modèle ici. Et on entraîne à nouveau notre algorithme pour obtenir ce modèle. On voit qu'on a entraîné 3 modèles différents avec le même jeu de données et le même algorithme d'apprentissage, et on a obtenu 3 modèles radicalement différents. Ce qui montre que l'entraînement avec 2 classes est instable. Souvent la solution c'est d'augmenter le nombre de classes, par exemple ici à 3. On entraîne un premier modèle, on entraîne un deuxième modèle, puis un troisième modèle. On voit que les modèles retournés sont toujours les mêmes, donc le modèle est stable. Ici c'est facile parce qu'on peut visualiser nos modèles, mais dans la vie réelle on ne pourra pas toujours les visualiser. Il faut donc connaître des métriques de performance pour calculer la stabilité de nos clusters. Par exemple, le Rand Index. On a entraîné un premier modèle A puis un modèle B sur le même jeu de données.
on peut calculer le rand index pour savoir si notre modèle est stable ou non entre ces deux entraînements. Le rand index peut être calculé de cette manière. C'est le nombre d'observations qui sont dans la même classe d'un modèle à l'autre, donc d'un entraînement à l'autre. Donc dans notre exemple, ce sont toutes les observations en marron qui restent marron et les observations bleues qui restent bleues. Et les observations rouges dans notre exemple sont celles qui ont changé de classe entre les deux modèles. Et on divise ce nombre par le nombre total d'observations dans le jeu de données. Donc on a 12 observations qui sont restées dans la même classe et on a 14 observations en tout. Donc on divise 12 par 14. Plus le rand index est proche de 1, plus notre modèle est stable. Plus le rand index est proche de 0, plus le modèle est instable. Donc si vous voulez savoir si votre modèle est stable ou non, faites plusieurs entraînements avec le même modèle et les mêmes données, calculez le rand index. Si on obtient des scores proches de 1, ça veut dire que notre modèle est stable. Maintenant passons à la dernière manière d'évaluer un modèle de clustering, la cohérence de notre modèle. L'objectif d'un modèle de clustering est de mieux comprendre nos données. Même si vous avez le meilleur modèle du monde mathématiquement, s'il n'a aucun sens métier, personne n'utilisera votre solution, donc vous avez juste perdu du temps. Il faudra donc se rapprocher du métier pour essayer de trouver un sens métier à notre modèle. Par exemple, si notre problématique est la segmentation de notre base client. Le but ultime pour le métier, ce n'est pas d'avoir un modèle qui sépare la base client en clients bleu, rouge ou jaune, mais d'avoir des personas. C'est-à-dire personnifier vos segments avec des connaissances métiers. Par exemple, la classe 1, ce sont des personnes âgées de plus de 50 ans qui n'achètent pas régulièrement. Mais quand ils achètent avec des gros montants. La classe 2, ce sont des personnes de moins de 20 ans qui achètent beaucoup, mais des petits montants. Et la classe 3, ce sont des personnes entre 20 et 30 ans qui achètent beaucoup et de gros montants. En créant des personas, vous venez de transformer une segmentation en connaissances actionnables par le métier pour mieux comprendre notre base de clients, mais aussi pour mieux les cibler au niveau marketing et mieux communiquer avec eux. Maintenant passons à la dernière étape, la détermination du nombre de classes. Certains algorithmes comme le hierarchical clustering, le K-means ou le Gaussian mixture, c'est à nous de déterminer le nombre de classes. Mais comme a priori on ne connaît pas vraiment bien nos données, on ne sait pas en combien de classes il est le plus intéressant de séparer nos données. Donc comment savoir par exemple pour ce jeu de données si on doit le séparer en 2 ou 3 classes par exemple? Ici, ça me paraît simple parce qu'on peut voir le données, mais je rappelle que la plupart du temps, nous n'avons pas accès à une visualisation claire de notre jeu de données. Pour cela, on va utiliser une métrique que l'on appelle la distorsion ou le SSE, Sum of Square Error. Ce n'est pas une métrique très difficile à comprendre, c'est simplement la somme de toutes les distances entre nos observations et le centroïde de leur classe au carré. Ça se rapproche de la tightness, sauf que la tightness est la moyenne des distances au centroïde, là c'est seulement la somme des distances au carré. Il est bien évident que l'on veut des centroïdes les plus concentrés possible. Donc plus le SSE est élevé, moins le modèle sera performant. Appliquons le SSE à notre précédent exemple. Ici, on veut diviser notre jeu de données en deux. Voilà ce que notre modèle nous propose. On va calculer la SSE pour savoir si notre modèle est de bonne qualité. On calcule d'abord les centroïdes, on calcule la distance au carré pour le cluster orange et pour le cluster gris, ce qui nous donne un SSE élevé dû à la grande distance pour le cluster gris entre le centroïde et les observations du cluster. On reprend le même jeu de données, sauf qu'ici on veut créer 3 clusters. Voilà le modèle sorti par notre algorithme. On va calculer la distance au carré pour le cluster gris, pour le cluster vert fluo et pour le cluster orange. On a donc un SSE plus faible que la division en 2 classes, donc on va préférer diviser notre jeu de données en 3 plutôt qu'en 2. En général, ce que l'on va faire pour déterminer le nombre de classes, c'est un graphique avec le nombre de classes en abscisse et le SSE en ordonnée. On peut voir que la SSE ne fait que descendre plus on augmente le nombre de classes de notre cluster, ce qui est normal. Plus on va créer de classes, moins la distance entre le centroïde et les observations sera élevée. Il faut donc trouver un compromis entre nombre de classes et SSE. La solution est d'utiliser la méthode du coude. On va regarder sur le graphique où se forme un coude. On voit que le passage de 1 à 2 classes, on gagne beaucoup de SSE. Pour le passage de 2 à 3 également. Ensuite, le gain est plus modéré. On va donc choisir 3 comme nombre de classes car c'est un bon compromis entre la SSE et le nombre de classes. Et on voit qu'ici, ça forme une sorte de coude. Un dernier mot tout de même entre les mathématiques et l'application dans la vie réelle. Imaginons que le coude se trouve avec une classe de 7, mais que pour votre équipe marketing, 7 serait trop lourd à gérer et que 4 serait mieux. Parfois, il vaut mieux trouver une bonne séparation en 4 classes, quitte à ce que ce soit moins parfait au niveau mathématique, mais que votre outil soit finalement plus simple et vraiment utilisé par votre équipe marketing ou votre équipe de communication. Car créer un outil très optimisé mais très complexe que personne n'utilise n'est qu'une perte de temps. Souvenez-vous bien de cela. C'est fini pour cette première vidéo de découverte sur le clustering. Évidemment, vous pouvez retrouver tous les documents vus dans cette vidéo dans la description. Et dans la prochaine vidéo, on va découvrir l'algorithme d'apprentissage non supervisé le plus simple pour faire du clustering. Je nomme le hierarchical clustering.